Merci Madame la Présidente. Comme vous l'avez précisé, nous sommes aujourd'hui sur la première expérimentation du compte financier unique en remplacement du compte administratif et du compte de gestion. Le résultat de l'exercice en fonctionnement que vous faites apparaître s'établit à 155 millions d'euros, soit 27% de plus par rapport à l'année précédente, sachant que cela ne pouvait être que mieux, puisque figurait le paiement du contentieux, dois-je le rappeler, à quoi il convient d'ajouter les 21 millions d'euros du résultat reporté. En investissement, à l'inverse, le résultat est déficitaire de 160 millions d'euros, d'où le résultat cumulé de 16 millions d'euros que vous nous demandez aujourd'hui de valider. Alors, puisque la présidente m'y a invité, je l'ai fait en commission des finances, mais je vous sollicite à nouveau pour vous demander un travail de présentation des dépenses réelles d'investissement hors capital de la dette sur la décennie qui a précédé la fusion de 2018. Nous en avons parlé en commission, afin que tous, ici, puissions disposer des mêmes informations sur les sujets qui sont abordés et qu'il n'y ait pas de divergence de vue ou d'opinion. Je crois me souvenir, et je fais un bref rappel, qu'en 2009, l'investissement de la seule collectivité avoisinait les 290 millions d'euros et que les départements investissaient ensemble environ 80 millions d'euros, atteignant aujourd'hui le niveau d'investissement que vous nous proposez. Je signale quand même que l'introduction des rapports aujourd'hui que vous nous faites et qui sont financiers se veulent un petit peu moins conquérants qu'à l'accoutumée, comme c'est le cas sur l'ensemble des documents budgétaires depuis l'an dernier. En tout cas, la fin de votre intervention en est le meilleur éclairage. En effet, vous redoutez, vous en avez fait état, l'effet ciseau attendu pour 2027 et votre présentation affiche comme priorité face aux dépenses des ressources. C'est un objectif du processus Beauvau, le plus précieux, oserais-je dire. On perçoit dans votre développement une inquiétude très forte qui est partagée par nous tous et inquiétude qui s'est manifestée aussi au cours de nos échanges en commission des finances. On ne voit malheureusement pas les efforts que l'on est en droit d'entendre à la lecture de ce constat. Il y a des priorités budgétaires, et vous le savez, que l'on regrette toujours de ne pas voir financées. L'avantage des documents budgétaires, quels qu'ils soient, c'est qu'ils ont des chiffres, et les chiffres qui s'imposent à nous tous sont têtus. Je veux parler de la dette, vous en avez suffisamment parlé, le personnel, on va en parler, sans oublier le tassement de la fiscalité, qui sont essentiellement les points noirs de cet exercice. Le montant de l'investissement, certes, soit 368 millions d'euros, hors emprunt, semble être un niveau acceptable. Et nous vous en donnons grâce, même s'il nous faut impérativement, et je le dis souvent, nous le disons souvent, nous devons impérativement nous recentrer et recentrer nos engagements sur des choix stratégiques qui font aujourd'hui cruellement défaut. Concernant le fonctionnement, vous l'avez abordé, s'il est vrai que facialement, on constate une diminution de 4,90% par rapport au record de l'an dernier dû au paiement du fameux contentieux, sans comptabiliser ce dernier, on note une augmentation de 4,56% des charges de fonctionnement, avec une progression des charges à caractère général de 6% et des charges de personnel à 4%. La fameuse trajectoire du cabinet Klopfer, qui servait de guide, semble, à mon avis, s'éloigner à grande vitesse. Au niveau des recettes, la fiscalité connaît un tassement de 4 millions d'euros. Les tabacs restent stables, comme vous l'avez précisé, à hauteur de 153 millions d'euros. La taxe intérieure de consommation des produits énergétiques, appelée couramment TICPE, baisse de 5 millions d'euros. Et les droits de mutation à titre onéreux, appelés DMTO, de 14 millions d'euros. Et c'est là, même si on doit s'en contenter, et malheureusement, le bon compté des dotations qui restent stables de l'État à hauteur de 321 millions d'euros, viennent quand même et nous permettent d'échafauder des raisonnements avec beaucoup plus de sécurité. Même si l'on souhaite, de façon collective, toujours voir leur niveau indexé, et nous vous rejoignons sur ce sujet. Vu le contexte politique national qui n'échappe à personne, on attendra très certainement d'avoir un nouveau gouvernement à l'issue des élections législatives
pour savoir ce que deviendra le rattrapage financier de 34 millions, parce qu'il ne faut pas les oublier, que nous avons sollicité par l'intermédiaire de notre Assemblée en avril. Alors les effectifs, 4 328 agents pour la maison mère, j'espère n'avoir oublié personne, 4 290 l'an dernier. On constate malheureusement un remplacement systématique des départs définitifs, alors qu'un des objectifs de la fusion était d'opérer une mutualisation des services. Cette méthode de gestion qui nous est chère n'a pas été érigée en principe, mais est restée malheureusement au stade des incantations. Et enfin la dette. Le milliard est officiellement dépassé. Sans compter que l'encours de la dette au 31-12 n'intégrait bien sûr pas l'emprunt sur l'exercice 2023, dont le montant maximal autorisé était de 100 millions d'euros. Il a été utilisé intégralement et sur l'année, 52 millions de capital a été remboursé, d'où le montant que vous avez annoncé, 1,44 milliard de dettes, établissant une capacité de désendettement à hauteur de 5 années 42. Le rapport insistait l'an dernier sur le fait que, sans le paiement du contentieux, on serait en 2022 à 4,1 années au lieu de 7. Rappelons que le seuil d'alerte, et vous l'avez fait, est à 8 et que la moyenne nationale est autour de 4 années, régions et départements confondus. On est malheureusement au-dessus en ayant des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires, pas en volume, mais en outils fiscaux. 5,42, je vous l'accorde, c'est mieux que 7, mais c'est moins bien que les 4,1 qui auraient dû être inscrits l'an dernier. Alors la dette, elle reste à mes yeux et à nos yeux, je suppose que c'est l'avis de l'ensemble des conseillers territoriaux qui siègent dans cet hémicycle, l'indicateur le plus inquiétant, alors même que l'on n'a plus de gros investissements depuis déjà bien longtemps. Et que certains, je pense au port de la Carbonite ou à des déviations, et la mandature précédente en a réalisé quelques-unes, a réalisé sur des points névralgiques dont on a parlé la dernière fois aussi, doivent nécessairement être engagés. Je précise que c'est une inquiétude, puisque vous y avez fait état, qui est partagée par le CESEC, qui ne se contente que de prendre acte de l'ensemble des documents transmis. Alors je vais y faire référence, parce que tout à l'heure, dans le couloir, au cours d'une aparté, nous nous sommes entretenus à quelques-uns, et notre collègue Louis Pozzodiborg, président de la Commission des finances, n'avait pas aimé, lors de mon dernier commentaire, qu'il avait justifié de hors-sujet lors de la dernière session budgétaire. Pourtant, mon cher Louis, la démonstration me semble implacable. Dois-je rappeler la dette du conseil départemental de A, même si c'est un retour, et je n'en ai pas une nostalgie très très forte, représentait à l'époque 10% seulement de l'encours d'emprunt commun, celle du CD2B 14%, quand celle de l'ex-CTC avoisinait les 76%, soit 616 millions d'euros, qui représentent le double de la dette en 2010, qui est la nôtre à hauteur de 308 millions d'euros. À cette époque, d'ailleurs, pour faire un petit parallèle, on empruntait raisonnablement pour investir beaucoup. Aujourd'hui, on emprunte beaucoup pour investir autant que les 3 collectivités réunies, et vous le dites souvent, Monsieur le Président, et je vous en donne acte. Alors vous l'avez bien compris, globalement, même si quelques ratios sont en nette amélioration, le compte n'y est pas. Et l'incertitude liée à l'avenir, et vous en avez fait état vous aussi, n'a jamais été aussi forte. Mais si une suggestion devait être écoutée, bien qu'émanant de notre groupe d'opposition, ce serait pour vous dire qu'en cas de reprise éventuelle des discussions de Beauvau, l'urgence pour nous n'est ni d'ordre statutaire, ni de savoir qui va recevoir la compétence de principe dans tel ou tel domaine. Le plus important pour nous, c'est d'offrir un cadre budgétaire et financier afin de stabiliser une bonne fois pour toutes cette collectivité. Toute prérogative est vaine si on ne dispose pas des moyens pour l'exercer. Vous nous avez souvent indiqué, lors de la présentation de budget, qu'une partie de celui-ci suivait la conjoncture quand l'autre était voulu
parce qu'elle exprimait une stratégie politique. Ce compte financier unique fait donc le bilan de votre action pour l'exercice 2023. Au-delà des charges à caractère général et des charges de personnel, les fameux 011 et 012, qui augmentent, on y voit une politique qui, malheureusement, je le répète, ne fait pas les choix stratégiques nécessaires à la hauteur des enjeux et des besoins d'aujourd'hui. Deux exemples qui nous concernent tous, et ce, quelles que soient nos idées politiques. Sur les politiques environnementales, une inadéquation entre l'objectif de faire de la Corse un territoire pionnier en matière de développement durable et de respect de l'environnement et le faible budget qui lui est alloué, soit 4%. Sur les investissements destinés aux établissements d'enseignement, j'avais souhaité, lors d'une commission des finances, travailler sur un PPI, tant les investissements sont nécessaires. Malgré l'augmentation de 2 millions d'euros que l'on constate et par rapport à l'exercice précédent, nous savons tous que cela reste très insuffisant pour permettre une mise à niveau et une rénovation efficiente. Ces deux exemples, d'ailleurs, vous auriez pu les mentionner, sont cités dans l'avis du CESEC. Alors vous nous dites que vous avez une différence de vision politique avec nous. Je vous répondrai que cette différence se situe exclusivement dans votre manque d'ambition. Je vous remercie.